Coloscopie. Bob Sinclair. Laurent Baffy. Bob Sinclair, bonjour. Bonjour Laurent. Tu entends la musique? Elle est bien, hein? Elle est pas mal, hein? Tu sais qui a fait ça? Bon, c'est la musique originale de Radioscopie, créée par... Oh, merde. Je l'ai eu tout à l'heure. Non, je l'ai plus. Mais je vais te le retrouver. Je vais mettre le nom. Ah, j'ai même pas cherché à savoir. C'est un ordinateur, il va le retrouver. Non, je peux pas te dire. Delury. Delarue. Non. Debussy. Delerue. Georges Delerue. Georges Delerue. Voilà. Okay. Et voilà. Et toi, tu as la gentillesse de mettre ton nez là-dedans et c'est un peu la classe. Non, c'était une menace. Ouais. Je t'appelle Bob, je t'appelle Chris, je t'appelle l'autre. Tu m'appelles con. comme tu veux. Ouais, Bob, c'est mieux pour les réseaux, tout ça. Ça s'appelle Chris, on sait pas qui c'est. Donc tu es né un 10 mai comme Aya Nakamura, Doc Gineco, Linda Evangelista, Bono, Sid Vicious. Sid Vicious, un 10 mai, ça c'est la classe. Et Yvette Horner. D'accord. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Écoute, tu sais quoi, je vais dire Sid Vicious. Pourquoi? Parce que c'est exactement l'opposé de moi et c'est peut-être que ce que j'aurais bien aimé être. En fait, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les gens qui se droguent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc que peut-être j'ai pas le courage de le faire. Non, parce que tous les mecs que j'admire, ils se droguent. C'est-à-dire Prince, George Clinton, que ce soit les Beatles, tous ces gens-là, à un moment, ils se sont camés avec le temps, des années 50, 60, 70, 80, et ils ont fait des albums d'exception qu'on écoute encore aujourd'hui, qui sont des classiques. Donc je me dis, tiens, pour faire un peu de bonne musique, faudrait peut-être que je me mette à taper. Voilà. Et j'adore Sid Vicious, j'adore le documentaire sur les Sex Pistols, voilà, parce que j'adore Malcolm McLaren, enfin cette période-là. Alors pourquoi tu te drogues pas? C'est pas une question de volonté? Ouais, je sais pas, je te dis ça un peu pour déconner, mais pourquoi pour pas faire comme les autres? Tout ce talent que tu entends partout et que tu n'as pas, ça te donne pas envie de te défoncer? Non. Mon père était alcoolique et puis etc. Donc ça m'a pas fait rêver. Et ce que je vois, c'est ça fait que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, ça me fait jamais rêver en fait. Les gens, enfin c'est pas joli à regarder. Mais ça fait des chefs-d'œuvre. Enfin, attends, il y a aussi peut-être plein de gens qui se droguent et que tu n'admires pas. Ah ouais. Par rapport aux gens qui nous regardent, à l'exemplarité. Exactement. Je sais Bravo, pas, Roman. non, je sais pas. 5 fruits et légumes par jour. J'ai pas été là. Et 10 000 pas. Ouais. On va dérouler ta vie. Alors, ton vrai nom est Christophe Lefriand. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es mangé comme vanne à l'école? T'as vu ça? Vas-y, fais-les-moi. La frite. La frite. Friand. Viens voir. Mais en même temps, bon, pas grave, ça m'a pas dévalorisé plus que ça. C'est rigolo. Quand même, ça a laissé des traces. Ça, tu as grandi dans le 11e arrondissement. Alors, je suis né dans le 11e arrondissement de Taterum, je suis né clinique des Bleuets dans le 11e arrondissement. Et j'ai grandi, mes parents habitaient rue des Blancs-Manteaux dans le 4e. D'accord. La prochaine fois que tu me contredis, c'est ma main dans ta gueule. Là, je te le dis gentiment. Ouais, mais si tu fais mon truc en regardant Wikipédia, là, faudra un peu te renseigner. Oui. Wikipédia. Donc grandi. Non, c'est important le Marais, c'est important. Le 11e, c'est plus le Marais. Pourquoi c'est important le Marais? Parce que la culture, le Marais, les rencontres. Les rencontres, elles ont été importantes. L'ouverture d'esprit. Les saunas. Oui, alors c'était pas quand j'étais jeune, mais c'est plus maintenant. Mais... Que faisaient tes parents? Alors mon père... Il buvait, ça c'est sûr. Il buvait, ça c'est sûr. Il te foutait un peu sur la gueule? Un petit peu, mais surtout ma mère. Donc ouais. Ambiance très sympathique, mais il s'est cassé quand j'avais 13 ans, enfin on l'a un peu mis dehors, enfin ma mère lui a dit que c'était mieux qu'il parte. Et puis son boulot, c'était quoi? Son boulot, c'était un peu... C'était un peu... il était un peu commercial, si tu veux, il a essayé plusieurs trucs, mais son métier, c'était surtout plutôt de rien faire, tu vois. J'ai pas gardé une super... Il est toujours vivant? Non, mais c'est pour te dire que, par exemple, j'ai assisté à son enterrement. Mais surtout, c'est la seule personne qui a pris la parole, c'était le patron du bistrot du coin, dans lequel il habitait, si tu veux. Il habitait en banlieue, à côté de Fontainebleau, parce qu'il allait tout le temps au bistrot du coin, encore jusqu'à 75. Et ta mère, Chantal, elle faisait quoi? Et ma mère, elle a été assistante de direction. Dans une safrane? Non, pas dans une safrane, dans une société de publicité, je crois. Et quand elle a été à la retraite, tu lui as dit, maman, il est hors de question
que tu restes à la maison à faire du tricot. Exactement. Tu vas bosser pour moi et tu exploites ta maman. Je l'exploiterai jusqu'au bout parce qu'elle est avec moi toute la journée. 5 jours par semaine. Non, elle fait 4 jours. Oh, dis-moi non, encore une fois. Non, je lui avais dit, tu viens 2 jours. Tu viens 2 jours. Oui. Et au début, c'était 2 jours. Au début, c'était 2 jours et après, elle dit non, je veux être là tous les jours. Bob, je crache. Non, me crache pas. Combien 5 jours. Merci. Ok. T'as senti que j'allais cracher. Ouais, t'es capable. T'es capable de tout. T'as fait des études? J'ai fait un bac que j'ai eu. Après, j'ai fait 2 ans de BTS, mais j'étais déjà dans la musique, donc j'étais ailleurs. Quelle sorte d'enfant étais-tu? Un peu renfermé, un peu pas triste, mais un peu solitaire. Tu pratiquais l'onanisme? Le quoi? L'onanisme. C'est quoi? On te fait lui le geste. Ah, un peu, pas trop, pas vraiment, pas trop. Un peu, mais pas. J'ai eu Chantal, j'ai eu Chantal, mais celle qui avait les draps. Hein. Tu sais, moi, je faisais jusqu'à 16 ans, je faisais 1m55, tu vois. Donc c'était pas fou pour draguer les nanas. Donc j'étais un peu sur le tard. Et les petits se branlent pas? Non, mais j'étais pas branché là-dessus. Au départ. Après, quand j'ai commencé à sortir et tout, j'ai vu que j'avais un peu de succès, donc ça a été mieux, mais j'étais pas en train d'astiquer toute la journée, pas vraiment. Jeune, tu voulais être tennisman pro. T'as même été prof de tennis au Club Med. Ouais, tu sais, Wikipédia toujours. T'as baisé? Faute. T'as baisé combien? Non, mais pas bien. Non, mais faux. Alors rectifie. Non, je rectifie. Alors, je voulais être évidemment joueur de foot. J'ai adoré, mais aucun talent. J'aurais adoré jouer au tennis. Amadoré, vas-y. Amadoré, pas beaucoup de talent non plus. Donc, j'avais cette frustration de pas être sportif. Mais en même temps, en habitant dans le Marais, c'est pas facile d'être sportif. Et puis, j'ai aidé au carreau du Temple mon pote prof de tennis avec les petits de 4 ans à 6 ans, donc mini-tennis. Donc, je ne vais pas dire que j'étais prof de tennis parce que je jouais pas franchement bien, mais j'adorais les enfants. Donc, voilà. Donc, j'ai fait les 4-6 ans, donc je l'ai aidé très souvent. Mais et quand tu as dit ça au juge, il a dit quoi? Dis pas de conneries comme ça, c'est sale. Non, c'est pas je tiens qu'il faut mesurer chaque mot parce que le mec il va rebondir sur un truc sale. C'est pas une phrase évidente à assumer. J'adorais les enfants. Et j'aime les enfants par-dessus tout, tu peux pas savoir. Les miens surtout. Mais tu n'as plus le droit de les approcher. Exactement. Tu commences à sampler seul chez toi, puis tu démarres ta carrière de DJ sous le nom de Chris The French Kiss. Mm-hmm. Ouais, la première fois que je suis rentré au Palace, au bain-douche, tout ça, j'ai tout de suite été vers le DJ et je notais ce qu'il jouait. J'étais halluciné de la musique qui jouait à ce moment-là. C'était l'arrivée de la house, du rap, tout se mélangeait. Toutes ces nouvelles musiques m'excitaient beaucoup. Donc j'achetais des disques, un par un, parce qu'à l'époque, un vinyle, ça coûtait 12 € pièce. T'en as volé aussi? Pas du tout, jamais. C'était pas l'idée. Je suis pas un sulfureux, moi. Tu vois, je suis pas un. On va trouver, on va gratter. On va trouver. T'as trouvé des trucs? Ah ouais, j'ai trouvé des dossiers. Pardon, j'ai trouvé du sale. Ouais, ça c'est bien après alors. J'ai trouvé du sale. Et puis attends, comment tu fais pour voler un vinyle qui fait cette taille-là et tu le mets où? Tu vois, la valeur ajoutée. Où est-ce que tu? C'est qu'il est. Mais non, mais il a fait une école de mime. Jamais eu un vinyle. Et quand il fait ça, tu le vois le vinyle. Ouais. C'est chiant. Tu vois, il est fort. Voilà, je parlerai plus jamais. Fais-nous un 45 tours. C'est un 45 tours, c'est comme ça. Et un 33 tours, c'est un peu plus petit. Ah ouais, il s'est perdu là. C'est perdu. Mais non, mais je voulais faire des cassettes. J'achetais des disques pour faire des cassettes, pour mixer. Maman m'a acheté ma première platine. Après, j'ai économisé un peu d'argent. Je voulais juste faire des cassettes pour aller à l'école, tu vois. Et après, j'ai voulu faire partager ça. Je commençais à mixer dans des clubs. J'ai essayé de trouver quelques résidences, mais c'était pas facile parce que moi, je voulais mixer du rap, je voulais mixer de la soul. Tout. T'as tout mixé, toi? Ouais, pas tout mixé, mais c'était dur de trouver un endroit où je m'exprimais vraiment. Donc j'ai dit, allez, j'arrête toutes ces conneries. Et j'ai rencontré un Asiatique qui s'appelle Alain Otuki dans un magasin dans le Marais en 91. Ton alter ego? Un peu, ouais. Ouais, mon frère, quoi. Un frère que j'ai pas eu. Et chante-le. Chante-le. Toi, le frère que je n'ai jamais eu. Tu connais pas tes classiques? Si, c'est qui ça? Maxime Le Forestier. Ouais. Et donc, ça, pour mixer de la merde, il y a du monde. Hein. Pour citer les grands chanteurs français, il n'y a plus personne. Hein. Et donc, il fait mon éducation musicale et c'est lui qui m'apprend, qui me dit que les DJ aux États-Unis samplent justement des classiques de jazz, de disco, de funk pour créer leurs instrumentaux et ensuite pour mettre des rappeurs, des musiciens. Donc, c'est là que l'aventure commence. Tu as commencé à sampler avec quel matos? Un sampleur Akai, tout simple, avec Atari, tu vois, avec le computer, c'était Atari au tout début.
91. Ta mère, elle disait quoi quand elle te disait « Arrête de sampler, tu ferais mieux de te branler, non ?» Ah, elle en pouvait plus, mais elle a été gentille. Ah bon? Bah ouais, parce que je faisais du bruit, hein, forcément. Bah, Ouais. quand tu fais de la musique, t'écoutes toujours la même chose, tu vois, c'est pas vraiment Oui, ça doit te le rendre le fou. kick, la batterie, tout ça, ça rend fou, mais elle a été géniale. Ton premier succès, c'était quoi? Mais tu sais, à partir du moment où tu sors ton premier disque, c'est déjà un succès, en fait. En fait, à un moment où nous, on commence avec Alain en 94, c'est notre premier disque, et on va le vendre à Londres de la main à la main. On part en voiture, on va le fabriquer en Belgique. Alain, c'est DJ Yellow? DJ Yellow. Donc, on fabrique un premier disque comme ça, Et là, et il est sur la couve du livre. Et nous, quand on a fait 1000 exemplaires, et on a vendu les 1000 exemplaires dans la journée entre les magasins disques et un grossiste qu'on avait rencontré, donc c'était déjà un succès. D'être français, déjà, c'était vraiment un handicap. Il y avait que les Anglais, que les Américains, un peu les Italiens, les Belges qui produisaient, mais les Français, on a toujours été à la bourre. ah, la bourre, toujours la bourre. Donc, c'était un premier succès. Mais le vrai succès, c'est Love Generation en 2005. Fredonne-le. Tam, tadam, ta, 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 be the Love Generation. Fredonne-le. C'était mondial. Tadam. Ça a été mondial. Mondial. C'est vraiment, Là, la caillasse afflue. Ouais, la caillasse commence. Bah après, ça prend du temps avec les promoteurs, les royalties. 6 mois. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. Tes premiers délires. Je sais que chez toi, tes premières grosses dépenses. Baraque. Oh, je me suis acheté une Porsche. C'était ma première. Tu l'as pas assumé. Tu l'as pas assumé, Non, la Porsche. en fait, la première dépense, je me souviens, c'était une avance de droit d'auteur que m'avait fait Universal à l'époque. C'était, je crois, 250 000 euros. Par jour. 250 000 euros. Donc, c'était une avance, évidemment, sur de l'argent que je leur devais. Et j'ai acheté un petit appartement tout de suite. Parce que j'étais déjà avec une femme et j'avais mes enfants. J'ai eu mon fils en 2000, donc il fallait que j'assure T'as acheté ton fils. J'ai eu, mais faut parler, putain. Et il fallait que j'assure un peu. Ouais. Je voulais tout de suite acheter mon appartement. Et Et après, voilà, j'ai bidouillé, j'ai acheté une Porsche. Comme tous les gamins, tu rêves de bagnole. Tu l'as pas assumé. Je l'ai pas assumé. Tu t'es vu là-dedans, tu t'es vu. Non, j'assume pas ce genre de choses. Après une villa. Ouais, tu sautes les étapes, là. Oui, j'ai envie de sauter. Une villa, mais avec une particularité qui fait rêver tout le monde. Ah ouais. Il a une cave à pute chez lui. Une cave Et il peut te décongeler des roumaines, il a toutes les nationalités, les années, Ouais. le sens de la fête, quoi, hein, et de la convivialité. Bah, j'étais marié avec 2 enfants déjà, donc il n'y a pas de cave à pute, dis pas de conneries. Pour les amis, Pour les amis, t'as une cave à vin et tu bois pas. j'ai même pas de cave à vin. Ah bon? Non. Rassure-moi, t'as une cave. J'ai une cave, T'as une terrasse? j'ai pas de terrasse. Ah. Mais tu parles là ici à Paris, tu passes du coq à l'âne. À Paris, tu veux dire? Non, dans toutes t'as combien de résidences? Non, j'ai pas de résidence. J'ai une petite maison à Saint-Barth et un appartement à Paris. Tu touches à tous les styles de musique, soul, hip-hop, acid jazz, quoi d'autre? Le Brésil. Ouais. J'ai fait un morceau avec Jacob Devarieux. J'ai fait un morceau avec Salomé de Bahia, Outro Lugar. J'ai fait un album. L'amour dans les fesses. L'amour dans les fesses. Et j'ai fait un album avec Sly and Robbie où je suis parti en Jamaïque avec eux. Sly and Robbie. Ah, c'est les producteurs qui ont fait Grace Jones, qui ont fait pas mal de choses, qui ont fait les 2 albums de Serge Gainsbourg, Oui, Aux armes, ça, je etc. sais. et Mauvaise nouvelle des étoiles. Donc c'est eux qui ont fait ça. Enfin, ils ont travaillé avec les C'est plus grands. grâce à eux que Gainsbourg a eu enfin du succès. Exactement. C'est son premier album qui a 79. cartonné. Carton. L'album était extraordinaire. Extraordinaire. T'es très fan de Gainsbourg. J'adore Gainsbourg. Il nous a préparé un petit quiz. Ah ouais, bon, on va voir, mais j'adore Gainsbourg. Tu veux qu'on le J'adore. fasse maintenant? Bah, en fait, c'est Ah parce oui. que ça me rappelle beaucoup ma jeunesse, Moi tout aussi. simplement. Faisons un Coluche, petit jeu. Gainsbourg, Belmondo, Bah voilà. c'est des gens qu'on adorait Ah, regarder. dis donc, je suis pas beaucoup plus vieux que toi. Non, quand non. même, hein. Moi, j'ai 10 ans de plus. T'as quel âge? 56. J'ai 11 ans de plus. Ouais. Alors, tu nous as fait un quiz Gainsbourg? Oui, faisons un petit jeu. C'est un blind test. Donc, tu connais le principe. Alors, c'est un blind test. Vu que vous êtes tous les deux des passionnés de Gainsbourg et tous les deux, normalement, des très très bons, très très belles oreilles musicales, une note, 2 notes, 3 notes. Une note, 2 notes, 3 notes. Voilà. Première note. Première note. Première note, vous marquez 3 points. Et 2 points. Bien un point, foutu, etc. hein, il a réfléchi. C'est quand même bien Sa foutu. mécanique, elle est belle quand même, hein, on reconnaît. Vas-y, pas mal. Ok, vous êtes prêts? Mhm. Ça va aller très vite. Hein. Ça va aller très très vite. Sous les tropiques. Non, Non, attends, bouge pas. Hey, non, calme-toi. On réfléchit. Exactement. Sous le soleil, exactement. Ah oui, c'est ça, il a Oui, raison. Putain, exactement. enfoiré, putain. Là, il est trop fort.
Il a trouvé en une note. Je pensais pas à ça. Sorry Angel. Mais là. Il est injouable. Okay, mais sur une percussion, c'est pas possible. Ouais. Tu savais les trucs. Non, pas du tout. Non, vraiment c'est pas le genre de la maison. Non. Mais tu peux pas mettre plus fort ou plus près du micro? Je suis à fond, mais ce sera très fort pour les gens, mais pour vous, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Si, ça sonne. En même temps. Ouais. Il a dit avant. Mais j'ai dit si, et après t'as vu Sex and Son. Il l'a dit avant. Ouais, c'est mon frère. Je donne le point à ma droite. Rosam Cetera. Ça, c'est technique. Sorry Angel. Non, ça c'est la musique du Pacha, là. Requiem pour un con. Ah, c'est ma... Non, c'est ma musique, ma chanson préférée. Eh ben, on va passer à 2 notes. Et là, vous allez trouver tout de suite. Oh! Oui. Je vous la remets. Love on the Beat. Love on the Beat? Non, mais la 3e note? 3e note. On ne joue plus que pour 1 point. Love on the Beat. Non. Mon légionnaire. Mon légionnaire. Putain, il est dur celui-là. Ouais, il était dur, mais... Mon légionnaire. Vous l'avez eu. Bon, là, c'est cadeau. C'est cadeau, ça va aller très très vite, je vous préviens. Poissonneur des Lilas. Voilà. Trop vite, trop rapide. Mais il est très dur à jouer, lui. Top. Oh, j'aimerais tant que tu te souviennes. La javanaise? La javanaise. Oui, mais il arrive à trouver non, mais là, note. c'est pas... non, mais là, tu peux... trop fort. Je te mets quand même les 3 notes, juste. Ouais, évidemment, une fois qu'on a ça, c'est plus facile, mais... il en reste plus beaucoup, mais de toute façon, Laurent est tellement loin devant. Non, mais là, je suis mauvais, là. C'est pas possible. Tellement loin devant. Non, vas-y. Une note. Un coin perdu sous les tropiques du Capricorne. Oui, il me faut le soleil, exactement. Non. C'est celle-là? Non, ça doit être Melody Nelson. 2 notes. Je t'aime moi non plus. Bim, je t'aime moi non plus. Bravo. Quand même, on s'en sort. Je vais et je viens entre terres. En fait, il encule. Si t'écoutes bien les paroles. Ouais. C'est ça. Ouais. Top. Elisa. C'était dur. Elisa? Ah ouais. Bah oui. Ouais, c'est pas facile, hein. Non, mais là. Mais la solution. Ouais. Elisa, bravo Laurent. Une autre. Viens petite comic strip. Comic strip. Mais en plus, il prend la parole. Il veut chanter, le mec. Il veut chanter la chanson. Non, mais il se rush sur le micro et tu vois, c'est tellement un joueur, c'est fou d'être comme ça. Top. Alors, enfants, Love, etc. La marche. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Ah, oui, je voulais le titre. Mais là, ça commence. Il y a 15 titres qui commencent comme ça dans l'album. Oui, c'est vrai. Mais c'est celui-là qu'on cherche. Et donc, produit par Sly and Robbie. Ex-aequo. Il vous en reste une et voilà. Vas-y, on joue tout dessus. Mais on s'en fout. On joue Super tout banco. Ça, c'est. Melody Nelson. Non. Non. Un point perdu sous les tropiques du Capricorne et du... Sous le soleil, exactement. Non. 2 notes. Là, il me faut un titre. Ouais, je sais. 3 notes. Ah non. Ouais, je connais que ça. Je connais pas le nom. Ah, 69. 60. Année érotique. Reprenons l'interview. Ça fait plaisir d'écouter du Gainsbourg, hein, même si c'est quelques notes. Parce qu'après, il y avait des droits. Ah oui? Et comme chantait Bruel, qui a les droits? Eh ben, c'est la famille. Tu mixes au Palace, au Queen, au Bain-Douche, à New York, à Ibiza, à Saint-Tropez, à Monaco et à Villetaneuse. J'ai joué à Villetaneuse? Ouais. Ah bon? Ouais, c'est ce que j'ai. Hein. J'ai New York, Ibiza, Saint-Tropez, Monaco, Villetaneuse. Ok. Tu collabores même avec les Daft Punk. Et là, tu découvres que sous le 2e casque se cache François Hollande. Ouais. Faut que j'apprenne un truc? Non, on s'en fout. Après. En 2007, Sarkozy te demande de mixer Place de la Concorde pour fêter son élection. Et contrairement à Doc Gynéco, ça n'a pas coulé ta carrière. C'était le seul rescapé de ce naufrage. Ah ouais, ça fait du mal aux gens, ça? Ah bah oui.
En fait, j'ai mixé pour la fête, pour le final. Je pense qu'ils se sont tous mis sur la scène à vouloir à célébrer, etc., etc. Et puis moi, je faisais la fête de fin. Mais écoute, en ça t'a pas marqué plus que ça. Pas marqué plus que ça. T'as mixé à la fête de l'UMA aussi. J'ai fait la fête de l'UMA. J'ai fait plein de trucs. T'as fait une commémoration des anciens nazis, je sais pas où c'était. Ouais. Ça, on le dit pas. À Munich. Non, mais on te propose en 2007 quand même. Ça explose quand même depuis 2005. On te propose de jouer devant. Il y avait 50 000 personnes, peut-être 100 000, j'en sais rien. C'était quand même joli. C'était une belle promo. Tu fais également des mariages, des communions et surtout des bar mitzvahs. Ça m'arrive. Et tu prends un malin plaisir quand tu fais une bar mitzvah. Ton kiff, c'est de mettre la musique de Rabbi Jacob pour voir le dance floor se transformer en scène de film. Tu l'as lu quelque part, ça. Non, mais j'aime bien faire des fêtes privées parfois. Les gens, les gens sont sympas. On peut jouer de tout, des années 80. Moi, j'aime toutes les musiques, en fait. Et parfois, en fait, le fait d'avoir fait des tubes, ça me met dans une case et les gens veulent écouter mes tubes et une musique qui est assez similaire. Donc, je peux pas mixer un Prince, je peux pas mixer un... Tu vois, je suis un peu limité. Comment ça coûte d'avoir Bob Sinclair en privé? Non, on parle pas d'argent sur les réseaux. Moi, je dis 50 000 boules. Voilà. T'es un tube toi-même, à toi tout seul? On a une photo, là, hein? On a une photo? T'es un tube à toi tout seul. Dans un tube à moi tout seul, ouais. Non, mais le bouquin, si tu veux... ça faisait à peu près 15 ans que j'avais mon associé DJ Yellow, il est parti en 2004. Je prenais un peu trop de place, tu vois. Bon, après 2004, les projets underground étaient un peu finis. On voyait bien que la scène électro elle explosait dans le monde et mon nom était de plus en plus gros, Donc il trouvait pas sa place. Donc il est parti et il m'a beaucoup manqué. Je trouvais qu'on avait une belle association. Artistiquement, il était incroyable. Moi, je faisais de la musique, mais lui faisait toute l'image du label. On a fait des soirées de dingue. Et lui voulait faire des choses plus pointues. Et j'ai trouvé que l'année dernière, comme c'était les 30 ans du label et qu'on avait vécu vraiment 30 ans de French Touch ensemble, j'avais envie de le raconter. Mais pas seulement parler de nous, mais parler des autres artistes. Je trouve que quand les autres artistes font un livre, ils parlent pas de toute la scène en général. Moi, j'avais envie de parler. Il est beau ce livre. C'est un beau livre, ouais, je suis content. 69 €, c'est pas si cher que ça pour. C'est 59. Non. Il a augmenté depuis. Non, ouais. 59, c'est pas cher, mais j'ai voulu le faire pas cher, même si ça coûte très très cher à fabriquer. Je voulais laisser une trace. Voilà, je voulais que les gens mettent ça chez eux, faire un beau livre, qu'ils mettent ça sur une table et qu'un jour ils le lisent ou qu'ils regardent les images. Qu'est-ce que tu disais à ta mère quand elle avait tes draps? Mais dis pas de conneries. Laisser une trace. Ma mère m'a jamais rien dit en tout cas. Elles sont belles les photos. Il y aura plein d'illustrations. On les mettra. Ouais, c'est un super bouquin. Régulièrement. Tu fais jusqu'à 130 dates par an. Tu passes ta vie dans les jets privés, dans les avions, dans les yachts. Pas les yachts, mais à un moment, écoute, je viens d'un moment où je gagnais pas d'oseille. Avec Alain, avec DJ Yellow, on a survécu pendant 6 ans sans gagner le moindre sou. À un moment, quand ça explose, je dis c'est le moment, il faut y aller, tu vois. Donc je prends tout ce qui vient. Mais t'as un bilan carbone dégueulasse. Ouais, bon, écoute. Jet privé. Tu vas pas me mettre ça sur le dos quand même. Bah non, si. Jet privé, à un moment, j'en ai pris parce que c'était quand tu fais 130 dates, dont presque 50 l'été d'affilée, parfois 2 dates par jour, t'es obligé de le faire parce que tu peux pas. Il y a pas de vols commerciaux qui font ça. Puis c'est trop dur les vols commerciaux latents, tout ça. Aujourd'hui un peu moins parce que je suis un peu plus raisonnable là, et je fais un itinéraire plus. Tu penses à la planète un peu? Tu as conscience de ta responsabilité? Non, je pense à la planète. Je demande pas aux femmes de ménage quand je suis à l'hôtel et que je reste 2-3 jours. Les femmes de ménage, je mets toujours, je les fais pas. Je leur demande pas de faire la chambre, ni les draps. Je change pas les draps, les serviettes. T'as pas envie qu'elles voient l'état des draps? J'ai pas envie qu'elles voient l'état des draps. Ça te rappelle trop. Non, mais on fait des petits gestes. Mais attends, on peut pas tout. Tu vois. D'un côté, tu économises une paire de draps à laver et tu fais un aller-retour à Los Angeles en jet privé. Bon, vas-y, arrête de me culpabiliser là. Puis c'est pas son jet privé, c'est des jets privés qui sont mis en... Mais je vais pas à Los Angeles en jet privé, dis pas de conneries. Non, mais attends. Autant j'admire le musicien, mais humainement, c'est une merde. Non, on en a raison. On en a parlé, Roman. C'est les tourneurs qui mettent ça en place pour qu'ils puissent faire un certain nombre de dates. C'est pas son jet à lui. Alors, comme tes collègues de travail, David Guetta, Martin Solveig, tu cries sur tous les toits que tu as une hygiène de vie irréprochable, que tu ne bois pas une goutte d'alcool et que tu ne fumes pas comme DJ Snake, pareil, mais... Non, mais c'est pour ça, quand tu m'as invité, je me suis dit, putain, il va rien dire sur moi, je suis pas sulfureux, j'ai rien à dire. Non, mais attends, je reviens pas de rehab ou de trucs ou d'une jeunesse dépravée. J'ai pas, honnêtement, je suis plutôt lisse, hein. Mais vous vous êtes passé le mot avec les collègues? Faut dire qu'on boit pas, qu'on fume pas. Martin aime bien le vin, mais je les ai jamais vus se défoncer. Je te jure, je les aurais vus parce que si je les ai fréquentés pendant un moment. C'est pas anachronique, ça, de travailler pour des gens qui sont défoncés sur le dance floor, ivres morts et shootés, et camés, et vous touchez à rien?
sincèrement, je pense que la musique qu'on joue, et franchement, que ce soit David Martin et moi, la musique qu'on joue attire pas les drogués. Ce qui attire les drogués, c'est surtout... Pardonne-moi, non mais... Allô. Écoute-moi. Quand l'acid house, quand la house est arrivée à Manchester, etc., il y avait l'ecstasy. Après, il y a eu je sais pas, je connais pas tous ces trucs-là, mais bon, la coke, maintenant la kétamine, tout ça. J'entends parler de choses, mais comme je connais pas le circuit dans lequel on le distribue, comment on l'achète, comment on le vend, moi, sincèrement, j'en ai rarement vu. Mais t'en achètes pas, on te jette des pochons sur tes platines. On me jette, parfois, ça m'est arrivé, un petit pochon qui arrive sur mes platines, et parfois, je me dis, tiens, c'est sympa, ça peut être, je sais pas, et je vois un truc comme ça, je dis, et là, je prends le truc et je le jette directement comme ça parce que je veux peur pas que qu'il y ait quelqu'un fasse une photo. T'imagines? Passe-moi le pochon, on va faire une photo, Roman. Non, mais je t'assure, j'ai jamais rien essayé en plus. Appelle Corti. J'ai jamais été bourré, t'imagines? Jamais. Baisse ton pantalon, va arranger ça. Tu ris à ça? Tu m'encourages. Mais non, vas-y. Là, tu m'encourages. Mais vas-y, c'est pas assez fort là. Là, tu me tires pas vers le haut là. Non, t'es pas assez. Faut que tu sois plus tranchant là. Tout le monde adore ta musique, à part Michael Jordan. Ouais. Michael Jordan, je le rencontre. Alors, je joue. C'était aux Bahamas. J'avais une date aux Bahamas. Voilà, dans un club. Tant qu'à faire, on joue à l'utile à l'agréable. Et puis, je commence à jouer. 3 premiers disques, je suis dans la house à fond, les gens en feu. Et il y a un mec qui me tape sur l'épaule comme ça. Je me retourne. Évidemment, je lève la tête comme ça. C'était Michael Jordan. Et qui me dit, écoute, bon, très simple, très sympa. J'aime bien ta musique. Super. Mais si tu pouvais à un moment jouer un peu de rap, je vais pas rester longtemps. Je vais pas me coucher tard. T'as Michael Jordan qui te demande un truc comme ça. Qui dit, putain, là, je suis dans la merde parce que je viens de commencer. Mais bon, au bout de 5 disques, j'avais 2-3 trucs qui traînaient. OPP, Naughty by Nature, tu vois, House of Pain, Jump Around, j'avais 2-3 trucs comme ça lui a fait plaisir, au bout d'une demi-heure, il est parti. Après, j'ai pu revenir sur mon set. C'était à l'époque où tu étais encore tout en vinyle? Non. Ah non, voilà. Bah non, pas eu avec moi. Non, c'était je dirais que c'était il y a une dizaine d'années. Belle intervention, Roman. Mais non, mais parce que... le vinyle s'est arrêté en 2004. Les gens ont oublié, mais avant, on mixait que sur des vinyles. Donc, si tu n'avais pas trimballé avec toi dans ta valise les disques... Bah si, évidemment. Non, j'aurais pas pu sortir. Voilà, c'est ça. Ouais. Belle rencontre. Brève, mais intense. T'as vécu 1000 vies, malgré ton jeune âge. Raconte-nous le manoir de Hugh Hefner, le manoir de Playboy. Mais oui, parce que un label anglais qui s'appelle Defected avait décidé d'organiser une compilation disco sur le thème des années 70-80. Et j'étais avec Dimitri from Paris, on faisait une double compilation et il me dit on va demander à Hugh Hefner qui fait des fêtes dans son jardin de temps en temps, 3-4 fois par an. Et là on va faire une double Penne à l'Arabiata. Voilà, une à l'Arabiata. Et là on fait un back-to-back avec Dimitri, pas une double P. Et donc c'est où? Et il dit qu'on va aller mixer chez Hugh Hefner, qui lui ouvrait son hacienda. Et ça, c'est assez fou parce que l'ensemble de l'argent est reversé à des œuvres caritatives. Donc, il y a à peu près 2000 personnes. Le ratio, c'est 1/4 de mecs, 3/4 de nanas. Le dress code, c'est smoking pour les mecs, lingerie pour les filles. Et bite à l'air. Et alors non, après, mais ce qui est fou, c'est que toutes les nanas, mais des nanas, c'est pas des nanas Playboy. Alors il y en a, mais toutes les filles, alors surtout à Los Angeles, c'est la moindre occasion pour s'habiller en pute, c'est se mettre en lingerie. On y va, string à l'air, les fesses à l'air, talons, et on passe une soirée chez Hugh Hefner. Et nous, on mixait avec Dimitri. Pas facile, métier pas facile. Et t'as gardé des numéros? J'ai pas gardé de numéro. À un moment, on a fini dans la grotte, voilà, on a fini dans le jacuzzi. Sous la cascade. Sous la cascade. Ah bah toi aussi t'es allé? Non, moi j'ai vu à la télé. Moi. Après le reste, ce qui se passe à Los Angeles, bah oui, Los Angeles. Bien sûr. Mais très mignon, très gentil, très bon enfant, et tout le monde vient de son plein gré. Et oui, c'est pas Puff Daddy, quoi. Non, on en est loin. T'as connu Puff Daddy? Non, pas du tout, non. Non, parce que lui, il dit le contraire. Ah ouais? C'est sorti là, ça y est? Il t'a mis dans la sauce. Dis donc. C'est la classe, quand même, un manoir de... Ah oui, le manoir. Ce serait plus possible aujourd'hui avec les féministes et tout ça. Ce serait surréaliste que de... Je sais pas s'il organisait, il organisait, c'était pas des partouzes, c'était des trucs bon enfant. Et à un moment, tout le monde baisait sous la cascade. Voilà, mais c'était pas des partouzes. C'est convivial, comme on dit, tu sais. Entre adultes consentants. Exactement.
Tu passes 7-8 heures par jour sur ton téléphone. Ouais, aujourd'hui, ouais. C'est une catastrophe. Mais pas à regarder forcément les autres, mais à surveiller ton travail aussi. À surveiller mon travail, mais aujourd'hui, mon travail, c'est influenceur, hein, clairement. Tu es très actif sur les réseaux. Ouais. Et tu as fait un coup de génie. Mais vraiment un coup de génie. Ouais, tu me l'as dit, hein. Ouais, tu as été le premier à m'envoyer un message. Et je l'ai reposté. J'ai dit, ça y est, c'est la consécration. Le sniper des snipers me félicite pour ce que j'ai fait. Magnifique. C'est un tube. Ça a été un tube. C'est un tube. C'est un vrai tube. Tu as pris des maquilleuses professionnelles pour faire croire que tu avais fait un lifting. Je crois que c'est en me voyant à la télé que tu as eu l'idée. C'est en te voyant à la télé. Elle est bien, celle-là. C'est en voyant Laurent Lafitte, qui est venu présenter les Césars. Il a remis un prix. Je me rappelle plus quel prix. Mais il est venu comme ça, avec un masque. Et j'ai trouvé ça, mais fantastique. Et en fait, je fais du sampling sur les réseaux aujourd'hui. Je faisais du sampling de musique. Maintenant, je fais du sampling d'images. Donc, j'essaie de m'inspirer pour essayer de créer quelque chose sur les réseaux. C'est ma seule façon de promouvoir ma musique aujourd'hui. Tu apparais comme ça et tu as fait un buzz mondial. Tout le monde te chie dessus en disant mais ça y est, j'avais coulé. Qu'est-ce que tu as fait? Mais en même temps, tu étais tellement beau. Comment tu as pu? Pardon, c'est pas moi qui le dis. Ouais. Hein. Mais tu vieillissais bien. Pourquoi? Et toi, t'es malin parce que tu en joues, tu poses des petites vidéos en disant rester naturel, c'est bien. Enfin, j'ai des trucs qui rendent fou. Il y a que toi qui comprends. Mais c'est-à-dire que tu sais à l'avance quel va être le shitstorm. Tu prévois tout. C'est là, t'as un coup d'avance tout le temps. J'ai un coup d'avance, mais je suis pas sur TikTok. Et je suis sur TikTok, mais j'y vais jamais. Mais je ne me rendais pas compte à quel point les gens relaient de la merde. Mais ils relaient sans savoir ce qu'ils relaient. Ils essayent de créer de l'info. Ils se renseignent même pas, tu vois, savoir si c'est vrai, si c'est faux. Mais ça, c'est pas seulement pour des conneries comme ce que j'ai fait. C'est sur de l'info, de la vraie. Ils créent de la fake news et de la désinformation pour attirer les gens sur leur canal. Ça n'est que ça. Et donc, je me suis pas rendu compte. J'avais contacté ces deux influenceurs, un couple hyper sympa. Je leur dis, venez me filmer à mon insu. Je bouffe avec mes potes et j'ai tout fait dans une journée. Toutes les vidéos, les 10 vidéos que j'ai postées, je les ai fait. Celle avec la fille à la fenêtre, là où tu es sous le drap. Ouais, j'ai tout fait. C'est pas à Paris, ça? Si, tout est à Paris. J'ai tout fait en 17 heures. Parce que je pouvais pas garder le masque de silicone plus de 17 heures. Et quand on t'enlève, c'est sur un titre? Ouais, j'ai fait un buzz parce que je me dis, je vais tourner un clip. Je cherchais à tourner un clip. Et en fait, j'ai fait des petites vidéos comme ça. Tout s'est fait à la dernière minute. J'ai dit, je vais appeler maman, je vais appeler ma fille. Je vais essayer de faire le circuit que je fais d'habitude dans ma vie de tous les jours avec cette tête-là. Et quand je suis arrivé au restaurant, les gens m'ont rien dit. Ils m'ont fait comme si j'y vais tous les jours depuis 15 ans et ils m'ont rien dit. Ah, Bob, tu vas bien et tout. Mais c'est fou. Et j'ai pris le métro, j'ai pris le RER pour aller à la salle de gym comme d'habitude. Bon, j'avais mis au parfum mon coach qui m'a vu arriver, qui était mort de rire. Et quand tu prends le métro, c'est comme les jets, tu privatises le métro. Non, je prends le métro tout le temps, moi, à Paris. Et tu le privatises? Je le privatise pas, mais les gens, personne ne m'a regardé. Alors, j'étais un monstre. C'était très bien fait. Hein. Ah, super bien fait. Mais t'étais un monstre de réaliste, tu t'es bogdanisé. Ouais. Mais une semaine avant, j'étais au Brésil. En train de faire une tournée, et 8 jours après, je m'apparais comme ça sur les réseaux. Les gens se disent même pas et je me suis pas rendu compte de l'impact que ça allait avoir. Tu veux que je te donne une stat que j'ai lue sur cette histoire qui est absolument incroyable. La première vidéo où tu apparais avec le masque, où évidemment, toi, tu ne lâches absolument rien, c'est la vidéo la plus commentée en 24 heures. C'est la vidéo la plus commentée. Le pouvoir de la haine. Évidemment, tous les mecs te chient dessus. Vidéo la plus commentée 24 heures sur le monde. Celle où tu fais du sport. Mais non, tu mens. Si, je t'assure. Mais c'est pas vrai. Mais je t'assure. Bah, en tout cas, c'est ce que j'ai eu comme info. Jamais parlé de toi. Regarde. Qui d'un coup parle. Genre, regarde, monsieur ne se drogue pas. Ouais. Et quand il y a une bassine de coke, on met bien la tête dedans. Ça, c'est mon côté Steve Strange. Tu connais Steve Strange? Ouais. Monsieur, je touche pas à la drogue, mais prends-nous pour des cons. Et va privatiser le RER, arrête de nous prendre pour des jambons. Bon, en tout cas, tu as aimé, et merci de ton commentaire. C'est un coup de génie. Mais tu t'es dit, je vais faire de la promo grâce au hater? Parce que moi, je trouve que c'est un peu ça le truc qui m'a... En fait, je l'ai découvert, en fait. J'avais jamais fait ça avant, si tu veux.
J'avais vu Stromae, il avait fait un coup de génie il y a une quinzaine Ouais. d'années. Il avait l'air bourré. Où il avait l'air Ouais. bourré dans la rue, mais ça a mis du temps avant de. Tu vois, c'est pas même passé aux infos. C'est Oui, oui. dingue. Et j'ai dit, c'est pas possible. Et j'ai dit, c'est le bon moment de faire un truc comme ça. Et tu penses en refaire d'autres? Et si oui, lesquels? Et là, c'est difficile d'en refaire d'autres. T'en fais qu'un comme ça. Bravo. Tu as un de tes plus gros coups, tu as signé le générique de la Starac. En fait, ils ont repris un tube à toi. Au début, tu étais réticent. Au début, ils avaient un titre de Céron, Ouais. que c'était peut-être Give Me Love, je crois. Tout à fait. Et puis, ils cherchaient un générique. Et Pascal Nègre, qui était le boss de Universal. On peut plus dire Pascal Nègre. Ouais, on peut plus dire. Alors, On dit Pascal de Couleur maintenant. Pascal de Couleur. Il avait signé Love Generation sur le label Barclay, Ouais. donc chez Universal. Attends, moi je fais une petite pub. C'était Give Me Love, remixé par Greg Céron. Voilà, c'était ça le premier jingle de la Starac. Bon, en fait, c'était moi qui avais fait le titre, mais bon, oui, on en bien reparlera. sûr, bien sûr. On en reparlera. Lui, T'es au courant? lui prétend que c'est lui quand même. Que Greg qui a dit ça? Bah oui. Ah non, mais Greg, il a peut-être fini, mais après, c'est Oui. bon, pas grave, c'est pas Il y a une guéguerre entre Céron et toi. Non, pas du tout. Zéro. Et donc, il m'appelle le 15 juillet. Donc, le juillet, on avait signé la première semaine de juillet 2005. Et le 15 juillet, il m'appelle, il me dit, la Starac cherche un générique, ils ont flashé sur ton titre. Et j'ai dit, jamais je ne synchroniserai ma chanson sur une émission de télé-réalité, jamais. J'ai raccroché. Pascal de Couleur t'appelle. Pascal de Couleur me rappelle au bout de 3 semaines. Je me rappellerai toute ma vie, c'était un 15 août. Arrête avec les dates, on s'en bat les couilles. C'est très 15 juillet, 15 août. C'est très important. Il me rappelle le 15 août parce que bon, il me dit Bob, ça fait 10 ans que tu as ton label, ça fait 10 ans que tu fais des trucs de house, tu as la crédibilité street, tout le monde aime ce que tu fais. Il y a un moment, ferme pas la porte, tu vas être numéro 1. Ils vont t'inviter à la Starac, tu vas faire le titre en live, tu vas être numéro 1. Il a eu les mots, je l'ai fait. Le titre n'était pas sorti, donc si le titre marchait pas, ça ne serait resté qu'un générique de télé. Et on a été numéro 1 et on en a vendu 2 millions. Donc j'étais content. Merci Pascal. Oui, mais après, t'es tombé dans l'excès inverse. Là, je sais que tu viens de signer la musique de l'île de la tentation des Marseillais qui font des cauchemars en cuisine avec des putes. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que t'as vraiment besoin de ça? On cherche le succès, tu sais, Laurent, à tout prix maintenant. On veut retrouver cette injection de dopamine qu'est de faire un tube. Où les gens te disent t'es un génie, c'est incroyable ce que tu fais. La difficulté, c'est de pas y croire. On va passer des photos maintenant, des photos du livre. T'en as rien à foutre de ce que je raconte. La difficulté, c'est de pas y croire. Je peux faire 2 choses en même temps, je suis un génie. Vas-y. D'accord? Bah ça, je sais. Tu vas me respecter, tu vas te couper les cheveux. Parce que ta mère et moi, on en a marre. Ouais, je l'ai fait pour aller à l'armée une fois, mais ça, c'était pas convaincant. David Bowie t'a tout piqué, vrai ou faux? Non. T'es fou, c'est l'icône absolue, David Bowie. Tu l'as la photo? Celle-là, voilà. Eh oui, Ziggy Stardust. Et là, on voit que David Bowie t'a tout piqué. Regarde, il s'est inspiré de toi. Incroyable. C'est les mêmes maquilleurs qui t'ont fait le vieillissement, le lifting, non? Non. Mais tout le monde s'est inspiré de Bowie. Tout le monde. Alors, tu me dis vrai ou faux? Le soir, dans ta chambre, tu te dédoubles et tu t'encules. Vrai ou faux? Vrai. On voit la photo, tout de suite. Question un peu plus perso. Un peu plus personnel. Tu adores te faire sucer par les chevaux. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Ah. Vrai. Ah ouais. Ah ouais, t'as raison. Ah, c'est le début, c'est les préliminaires. C'est les préliminaires. Après, le cheval met la tête devant. Regarde, toi, tu sais que tu vas cracher la purée, t'es bien là. Là, t'es tranquille. Vrai ou faux, tu n'as jamais exploité le corps des femmes pour vendre des disques? Bah, j'avais, exploité le corps des femmes. Et je suis inspiré par Céron au niveau des pochettes de disques. Donc, tu vas sûrement me sortir un truc. Bah, une pochette de disques, bah ouais. Une femme nue. Mais quand Céron m'a dit, une fois, je faisais du disco, mais je voulais que les gens achètent mon disque, donc je mettais des femmes à poil pour que ça attire l'œil. Je me suis souvenu de ça maintenant. Non, on peut plus faire ça. Pas 2025. Vrai ou faux, tu as posé comme modèle pour Van Gogh? Vrai. La Méridienne. Allez. Regarde. Tu vois? Je l'ai vu. On voit elle est où? Elle est à Orsay, cette toile, non? Le mec est fou. C'est complètement fou. Vrai ou faux? C'est lui qui écrit les questions? Ah oui, Tu malheureusement. es un ange, vrai ou faux? Oh, je suis pas un méchant. Regarde. Alors, ce qui est génial, c'est que nous, on a cadré comme ça. Mais sur la photo, tu as la bite à l'air. Ouais, je suis en string. Non, ouais, bite à l'air, Port-Jartel. Port-Jartel, talon, bite à l'air. Et là, c'est émouvant. On te donnerait le bon Dieu sans confession. Mais avec l'IA, tu aurais pu le faire. Ouais. Avec l'intelligence artificielle, On va tu aurais le pu faire ça. Là, tu aurais mis la photo
Et là, Vrai ou faux? Oui. Avant de cartonner, de gagner beaucoup d'argent, t'as vécu 2 ans dans la rue. Faux. Vrai? Tu faisais la manche? Non, regarde le pauvre. Ouais. Non, faux. Moi, j'aurais faux. donné- Maman était toujours là. Vrai ou faux? Tu habites à 2 pas du bois de Boulogne pour des raisons pratiques? Faux. Et tout Ouais, le monde sait vrai. que j'habite le Marais. Oh, regarde-le. Bah, pour arrondir les fins de mois, mais ça, c'était avant. Tu sais, je pourrais avoir un demi-molle là-dessus, moi. C'est fini. Là, c'était pendant le confinement où j'avais reçu des messages. Tu sais, j'avais un mannequin en plastique pendant le confinement qui avait des énormes seins derrière moi. C'est pas en déco. Et j'ai reçu des messages en disant ouais, tu respectes pas les femmes. Elles sont représentées systématiquement avec des énormes seins, machin. Et le lendemain, je me suis habillé en femme comme ça. Et j'ai mixé comme ça. Vrai ou faux, petit, tu voulais être proctologue? Fou complètement de ce que je dis. Oui, je voulais être proctologue. Regarde, alors ce qu'on voit bien, si tu zoomes sur le doigt, regarde, la première phalange est noire. Ouais. Et c'est pour ça que je viens faire coloscopie. Et voilà. Voilà. À la maison, tu es très strict avec tes enfants. Autant que faire se peut. Regarde, Comme on dit. regarde la rigueur. Ah Regarde, oui, là, oui. là, Ah oui. c'est Et lui dans- après, là, c'est lui chez lui, quoi. Le vrai Bob Sinclair. Regarde-moi cette gueule de psycho-rigide. Regarde ça. et t'as le soir aussi? T'as la photo du soir? Je sais pas, c'est quoi la photo du soir? Ah non, il y a une photo du soir après où on est tous en latex. C'est une photo qui a été prise par Erwin Olaf, un photographe extraordinaire hollandais qui est décédé malheureusement, mais fantastique. Et alors, décris-moi la photo, on va la trouver. Et la photo, c'est la même équipe. Alors ça, c'est une super équipe d'artistes géniaux avec que j'avais emmené à Ibiza, qui sont, tu vois, la jeune femme que tu vois à gauche, c'est Lola Van Flame qui travaille chez Madame Arthur. Et t'as Solange, je les Cabaret avais transformiste. cabaret magnifique. Et ils ont Lola Solange qui est à gauche là sur la photo qui bossait chez Michou. Donc je les ai emmenés avec moi à Ibiza quand je faisais mes soirées Paris by Night. Et j'ai toujours adoré la culture du cabaret. T'as su que Michou était gay, tu savais ça? Oui, ça, je savais ça. Tu l'as connu? Je l'ai rencontré plusieurs fois parce que j'adorais aller au cabaret. C'était mon ami. Ça a été à vendre malheureusement et j'ai hésité un C'est moment. Gad Elmaleh qui a Ouais, racheté. c'est Gad Elmaleh qui a racheté. Ouais. Et tu as pensé tu avais pensé Oui, parce que Moi Solange, aussi, j'avais pensé. Solange qui a travaillé à Eu l'Info, elle m'a dit ça va être liquidé, etc. Il y a eu une liquidation judiciaire, je crois, et ça a été racheté. Mais je suis pas un mec de la nuit. Qu'est-ce que je me fasse ça? J'aurais bien voulu. C'est drôle. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je suis pas Jean Rock ou Cathy Guetta, tu vois, des gens qui savent que c'est que la nuit. Moi, je joue la nuit. Je suis un artiste. On cherche un titre pour les podcasts et on va mettre en exergue cette phrase. Je suis pas un mec de la nuit. Ouais, Voilà. c'est formidable. Bob Sinclair, je suis pas un mec de la nuit. Vas-y. Et il a une passion pour le vintage. Tu collectionnes les vieux jeans, les blousons. J'adore le vintage. Mais t'as combien d'armoires, de fringues T'es un spécialiste, hein? J'ai des mecs qui sont très au-dessus de moi, mais je suis pas un spécialiste. Je pourrais pas te dire tout de suite si tu me présentes un jean, si c'est un jean des années 40, 50, 60. Mais en tout cas, j'adore les vraies matières. Et les vieux objets. Et les vieux objets. Tu collectionnes les vieux guépards, les fauves en faïence. Non, c'est faux, absolument faux. J'en ai un. Qui est dans le livre. Qui est dans le livre, mais je les collectionne Montre pas. la photo. Bah, non, tu les aimes. Non, je les aime. Voilà, Ça, c'est ta cam. Ouais, j'adore. J'adore. C'est très kitsch. J'aime bien le kitsch des années 80, des années 70. Eh ben, j'ai une surprise pour toi. Ouais. Je suis fan de léopard en céramique des années 80. Voilà. Je suis fan, mais j'ai pas une grosse collection. Tu es fan des léopards en céramique des années 80. Ouais. Je crois que Roman a une très belle surprise pour toi. D'accord. À un prix raisonnable. Ouais, il est très très beau. Est-ce que c'est un original italien oui. Évidemment en original. Sublime. C'est vrai, évidemment hyper kitsch. J'adore. Et Laurent va te l'offrir. C'est vrai? Explique l'histoire. Ah. Laurent, à un moment, il a eu une petite folie sur les achats en ligne. Comment s'appelait ce site? Sur les Katawiki. Katawiki. Les sites d'enchères en ligne. À mon avis, c'était devant pendant le confinement, etc. Donc, le mec est hyper actif, il se fait chier. Et donc, il mise sur plein de trucs. Moi, je dors pas la nuit. Il m'est arrivé la nuit d'acheter un chien empaillé sur le Bon Coin. J'ai des crises de fièvre acheteuse où je peux acheter tout et n'importe quoi. Bah ouais, je comprends. Et donc là, il se dit, il est sur ce site d'enchères. Il se dit, tiens, cette panthère ou ce guépard en faïence, il est absolument magnifique. Et il fait une offre, il fait une enchère. Et puis le temps. Et ça monte. Ça monte dans les prix. Le temps passe, etc. Et puis il montre un peu le guépard dans sa famille, autour de lui.
et il se fait chier dessus. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde, rien. ses enfants, sa femme, lui disent mais tu vas pas acheter cette merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le prix avait monté. Et qu'est-ce que je fais? Bah tu l'achètes. Non, il m'appelle. Il fait Roman, écoute, là il y a un superbe guépard que je veux absolument. Mais là, je n'arrive pas à enchérir. Il faut absolument que tu mettes une enchère pour moi. C'est dans 5 minutes, ça va se terminer. Ouais. Et donc, il m'a fait enchérir au-dessus de lui, puisque on n'était que 2 enchérisseurs, en vrai. Ah, personne n'en voulait. Mais personne n'en voulait. C'était une merde atroce. Mais c'est faux, je suis pas d'accord. Moi, j'adore. Et donc, je l'ai acheté pour, à mon avis, 80 fois ce que ça vaut. Il est dans ton bureau. Il est dans mon bureau. Ta femme le déteste. Tout le monde le déteste. Et toi, tu l'adores. Moi, je l'adore parce que ça me rappelle déjà de ne pas faire confiance à Laurent. C'est un souvenir. Et puis surtout, il essaye de me le racheter désespérément et je refuse toutes les offres de prix qu'il me fait depuis. Okay. Voilà, ce guépard restera éternellement dans mon bureau. Bah oui, donc vous me l'offrez pas. Non. Alors, tu as eu un coup de gueule, moi, je trouve hyper intéressant sur les réseaux, c'est que tu as dit, voilà, ça, j'en veux plus. Ça, c'est plus possible. Ça, 80 000 personnes, enfin pas 80 000, mais 8 000 personnes qui me regardent à travers un écran, j'en veux plus, j'arrête le métier. Si bon, écoute, j'étais énervé ce soir-là, j'étais à Mykonos, je sortais d'un club où j'avais mal au cul. J'avais mal au cul. Et j'étais dans une soirée où il y avait 2000 personnes qui avaient payé 80 € l'entrée et qui étaient là à me regarder en attendant qu'il se passe quelque chose. Et je n'ai pas réussi, d'habitude, vraiment, je peux aller partout, tu vois, et j'ai pas réussi à la faire décoller, ils sont restés sur leur téléphone pendant 2 heures. Et je suis sorti de là, la fatigue de la tournée, c'était mi-août, j'avais déjà 30 dates dans les pattes. Quelle date? 15 août, plutôt le 15 août? Ouais, écoute, j'aime bien donner des dates, parce que c'est toujours le 15, hein. J'étais un peu fatigué, à vrai dire, ou le 10, ou le 11, peu importe. Ah non, peu n'importe. J'ai partagé ça, mais si tu veux, Tu faisais quoi dans la nuit du 13 au 14? Dans la nuit du 12 au 13. Je viens je comprends pas les gens qui viennent à un événement, que ce soit sportif, que ce soit qu'ils aillent au théâtre ou n'importe où, voir un DJ et qui passent leur soirée à filmer le DJ, qui fassent une story avec leurs potes, ouais, on s'amuse, on est bien, regarde, on est là, champagne, ils en fassent une ou deux, mais qui restent comme ça en train de filmer, donc c'est-à-dire qu'ils cassent l'énergie, la connexion qu'on peut avoir, que moi je leur donne une énergie musicale, ils me renvoient une énergie corporelle, et on discute et on partage, je raconte une histoire. Et alors ça fait écho aux cuisiniers qui ont poussé ce coup de gueule en disant arrêtez de photographier vos plats. Et en même temps, tu le fais, Lolo. En même temps, c'est eux qui nous font de la promo. Parce qu'ils partagent ça sur les réseaux, donc nous, ça nous fait du buzz sur la musique, ça nous fait du buzz ça nous fait de l'image. Mais ça fait écho aux gynécos qui disent arrêtez de partager vos frottis. Ça doit être dans le domaine du privé. Ça doit rester privé. Ça doit rester privé. Ouais. Enfin, il y a une mode des coups de gueule avec les portables. Non, mais toi, hors de scène, je te connais assez bien pour ça. T'acceptes toutes les photos. Qui êtes-vous, monsieur? Non, mais t'acceptes toutes les photos. Les gens viennent te voir. Ah, c'est pas pareil. T'acceptes tout le monde. Ah non, ça c'est pas pareil. Des photos mais après. Sur scène. Là, t'es en train de couper la parole à Roman? Non, mais c'est pas ça. Non, ne dis pas ce que j'ai pas dit. Je prends toujours des photos avec les gens avant, après, sans problème. Je dis juste que quand tu viens voir un spectacle ou un match de foot, n'importe quoi. Tu vas te calmer, moi je te le dis tout de suite. Non mais tu vas changer de ton tout de suite. Je suis très calme. On en a des gens au théâtre qui viennent et qui prennent des photos. Laurent leur dit, les photos on va les faire après. Vous inquiétez pas, mais là vous êtes au théâtre, profitez du spectacle. Bah oui, bien sûr. Et après on fait des photos, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Tu te grattes beaucoup les cheveux, t'as des lentes? Ouais, j'ai des poux. Tu n'as aucune hygiène? Non. Tu sens d'ici, je sens. Je me lave pas, moi, tu sais. Je suis fidèle à... C'est ton côté écolo, quoi, pas d'eau. Ouais, exactement. Et tu refuses les douches et les bains moussant dans les jets privés. C'est ça. Je trouve que c'est un mauvais procès, les jets privés faits aux artistes. Ou les avions faits aux artistes. Son boulot, c'est d'être quelque part. Donc, il faut bien qu'il y aille. On peut pas tout faire en 3D, on peut pas tout faire par Skype. Je suis né quelque part. Quelque part. Qui chante ça? T'es pas très fort, Maxime Le Forestier. Hein. Je suis pas très fort en chansons françaises. Je t'en fais une dernière. Hein. C'est une maison bleue. D'accord. Ça, c'est Maxime Le Forestier. Bravo. D'accord. Bravo. Quelle culture. Non, voilà. Après, on peut finir avec... Rien de très sulfureux quand même. Hein. Non, mais t'es fou, t'es aseptisé. Complètement. Mais attends, t'es talentueux, t'es beau, t'es intelligent, tu me dégoûtes. Ouais. Tu me débectes, tu énerves tout le monde. Regarde l'injustice, regarde ce pauvre man.
Regarde, les fées se sont penchées sur ton berceau, Ouais, et lui elles t'ont tout donné, et il reste quoi pour Roman et moi? Déjà, regarde, il a pris les cheveux, tu vois, tout ça. C'est parti là-bas. Ben moi ceux-là, ils étaient derrière. Ouais. moi. Ouais, ah oui. Ah, tu t'es fait les petits... Ouais. Ah, les petits machins? Ah ouais, moi j'ai fait ça et les poches sous les yeux. C'est ça qui t'a donné l'idée de quand Ah tu m'as ouais. vu. Les poches sous les yeux? Ah bah oui. Ah, les poches, la graisse qui sont sous les yeux? Ah bah oui. Ah ouais, qui est sous les yeux. Moi, on Ah, m'a c'est dit- bien fait, hein. On m'a dit, oh là là, t'as l'air fatigué, je suis hypochondriaque. À 60 balais, j'ai fait les implants, j'avais Et il dit n'y a jamais. aucune cicatrice sous l'œil, putain, c'est super bien fait. C'est une poche qui te retire. Ouais, comme ouais, il te ça. retient en poche. Mais après, tu peux avoir comme un trou, non? Ou ils t'ont Je l'ai ailleurs. ils t'ont remonté la peau un peu? Je sais pas, je dormais. Non, mais est-ce qu'ils t'ont remonté ça, là? Non, ils ont retiré la poche, ils font une incision et ils retirent la poche. Incroyable. Maintenant, j'ai une autre poche, mais c'est pour déféquer. Non, c'est très beau, c'est très beau. C'est autre chose. Roman, tu avais un quiz? Ouais, j'avais un quiz. Tu veux nous parler un petit peu de... Moi, j'avais une question sur tes enfants, notamment ta fille. Elle va choisir le même... Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question parce que, la même voix que toi. Ça Eh ben- t'inquiète? figure-toi que je te raconte une histoire. Vas-y. Donc, elle voulait, après le bac, elle n'a pas voulu faire de grandes études. Elle veut dire que je vais aller à New York, travailler un peu dans le Je veux journalisme, une date, fashion. une date. Ouais, l'année dernière. Une date. Je sais plus les dates. Bah alors non. Septembre De combien 2022, septembre 2023 jusqu'à juin 2024. Le combien? Je sais plus exactement les chiffres. Bref. Elle s'éclate à New York, machin, etc. Bon, et elle arrive ici, ouais, attends, je vais glander un an, machin. Non, pas du tout, tu vas pas glander un an. Si t'as rien envie de faire, si tu sais pas quoi faire, parce que les filles ont peut-être trouvent un peu moins leur raison d'être que les garçons qui sont peut-être un petit peu plus passionnés, bref, peu importe. Je lui dis, non, tu vas venir au bureau et on va commencer à mixer. Ah non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Je dis, si. Peu importe si ça t'intéresse pas, je veux pas que tu deviennes DJ, mais par contre, je veux que tu mixes. Donc je la force pendant un mois et demi, et je vois que petit à petit, elle s'intéresse, et surtout qu'elle est talentueuse. Elle la sent, comme on dit. Oh là. Elle la sent dérape. grave. Et elle vient d'elle-même. Et je vois qu'elle kiffe à mixer, elle fait ses playlists, etc., etc. Et on fait une première date ensemble, au Gate à Paris, dans un club. Super, ça se passe bien, génial, etc. Une deuxième, une troisième, on fait ça dans une boulangerie. On va dans une boulangerie, allez, viens, on va mixer, machin. Et elle me le dit pas. Mais elle me dit, papa, et elle le dit maladroitement, mais elle me dit, papa, je supporte pas cette visibilité que tu me donnes. Donc, elle a créé une petite anxiété vis-à-vis du regard des autres, sans avoir créé elle-même ce talent. Fille à papa, quoi. Un peu, alors c'est pas fille à papa, mais Peur de l'être. elle a été gâtée, forcément, c'est ma fille. Bon, écoute, elle a pas eu, je veux pas qu'elle subisse ce que j'ai subi moi. Donc je les ai gâtés un peu plus, donc ils ont un peu moins faim. Mais elle a développé un truc, pas contre moi, mais dire, papa, à côté de toi, je ressens quelque chose qui n'est pas bon pour mon mental, c'est-à-dire quelque chose que j'ai pas créé de mes mains, c'est une notoriété que j'ai pas gagnée. Donc voilà, je vais un peu moins mixer avec toi, si ce n'est que plus du tout. Je préfère mixer par moi-même. Donc je l'ai un peu mal pris au départ, en disant, c'était génial parce qu'on a une belle complicité. Et sur les réseaux, je dis, en fait, sur les réseaux, les gens, ils te jugent pas toi, ton talent vraiment. Et en plus, tu mixes et tu le fais bien. Ils mixent notre complicité. Et c'est vrai que de voir sur les réseaux quelque chose de père-fille, un partage artistique père-fille, ça se voit pas. Ça se voit assez rarement. Les pères ont un peu abandonné. Ce que je vois autour de moi, les pères et les parents en général ont un peu abandonné sur les teenagers. Donc quand les enfants, les jeunes voient ça, les mamans, les parents voient ça, ils sont contents, tu vois. Ils like. C'est assez positif aussi pour mon image. Tu as commencé cette anecdote le 15. Je te le dis. Ouais. Il y a une transmission, si tu veux. Dans le temps. Il y a une transmission sur l'éducation qui est bienveillante, qui est bien, qui est jolie. Donc j'ai mal pris. Après j'ai compris, si tu veux. Mais après qu'elle le fasse ou pas, j'en sais rien. C'est pas facile pour un gamin de 20 ans de jouer devant des gens, d'avoir comme ça, qui te regardent constamment. On regarde Avicii, l'histoire d'Avicii, ça a été dramatique. Les gens l'ont poussé, et il a développé cette anxiété jusqu'à l'extrême, jusqu'à se suicider, parce qu'il se supportait plus. Qui? Avicii. Je sais pas qui c'est. Il y a eu un documentaire sur lui qui est magnifique. C'était qui? On coupera. Hein. C'était un DJ, c'est un DJ qui a développé ça et qui s'est suicidé. Ça a été dramatique. Je l'ai pas connu. Bref. En tout cas, voilà, il faut pas forcément pousser ses enfants sur les réseaux sociaux parce qu'on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Peut-être un déferlement de haine et de rageux et surtout de jaloux qui disent ouais, t'es pas là, c'est grâce à ton père, machin, etc. Donc je pense que ça peut déclencher une anxiété. Donc je l'ai fait avec toute la bonne volonté du monde. Ça a peut-être été un peu maladroit, mais elle est tellement douée
On va peut-être y venir. C'est compliqué. Moi, j'ai un fils qui est comédien. Je n'interfère pas du tout dans ce qu'il fait. Et c'est difficile d'être fils d'eux. C'est très difficile. C'est très difficile. Même si je suis pas comédien, je suis pas chanteur, tu vois, je suis pas... Moi-même, j'ai souffert dans ma jeunesse, hein, à cause de ça. Ouais. Quand ton père était comédien? Non, j'étais fils de pute. D'accord. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai. T'es pas gentil avec ta maman. Eh oui, maman, les tarifs ont baissé. Il va falloir t'y faire. Ouais, tu voulais des... Oui. Bah non, mais c'était intéressant. Tu veux nous parler de ton fils ou pas? Non, mais... Oui, mais ton fils. Parce que ton fils, c'est intéressant aussi ce qu'il fait. Un garçon, c'est plus à même à affronter cette haine sur les réseaux sociaux. Je pense que je sais pas, il y a peut-être une, je sais pas à quoi c'est dû. Je pense que les pas la même violence. C'est pas la même sensibilité. Non, mais c'est pas la même violence. Et lui, il vient mixer avec moi et lui, il est très détaché de tout ça. Il est pas du tout à fond sur les réseaux. Il utilise les réseaux pour promouvoir sa marque. Il est dans le vintage aussi, dans le upcycling, où il fait tout à la main. Donc ça, c'est mignon. Moi, j'ai vu la vidéo où tu lui offres, pour ses 10 ans, tu lui offres un jet privé. C'est adorable. C'est vraiment correct, pas du tout. Mais un jour, il vient me voir et il me dit, papa, j'ai une marque que j'aime bien et ils vendent des jeans à 2000 balles. Je dis, quoi, qu'est-ce que tu dis, des jeans à 2000 balles? Comment un jean, ça peut valoir 2000 balles? Et je vois le jean et je vois un jean que c'est, un jean des années 80 qui vaut peut-être, oui, 150, 200 euros au puce, mais je vais t'emmener, viens, on va voir ça, arrête de croire tout ce que... Voilà, donc je l'ai initié au vintage. Donc ça, c'était une belle transmission. Et avec ma fille, j'avais la musique, donc j'étais comblé. Et j'ai toujours la musique, je vais pas dire j'avais, mais là, bon, j'espère qu'elle va... Parce que c'est important quand les enfants partent. Moi, je trouvais ça bien d'avoir cette complicité artistique encore, tu vois. C'est un moyen pour moi d'être toujours près d'eux. Et bon, voilà, T'avais un quiz sur Bob Sinclair. J'avais plein de trucs. Non, attends, avant qu'on commence le quiz, sur ce que t'as fait là, j'étais jaloux à un moment de lui parce que il commence son Instagram, je pense qu'il a dû commencer le 1er janvier 2024. T'as vu, je suis dans les dates. 1er janvier 2024, et le mec, il a eu 1 million de followers en 6 mois, quoi. Alors que moi, j'ai mis 12 ans à les avoir. Ça m'a un peu énervé. Mais t'avais qu'à avoir des lunettes qui filment. Hein. C'est vrai, mais bravo. C'est vrai, c'est là où on voit ta popularité. C'est là où on voit que les lunettes qui filment, ça... C'est très très efficace pour faire ça n'a rien à voir avec les lunettes qui filment. Des blagounettes. Parce que les gens t'adorent. Il y a quelques internautes qui m'ont envoyé des messages pour te poser des questions directement. Donc, j'ai pas filtré, je sais pas du tout ce que ça fait. Est-ce que tu as encore le droit de rentrer en boîte incognito? Est-ce que tu vas encore en boîte, même tout seul pour t'amuser? Non, tu vas que pour le boulot. Allez, vas-y, pose une bonne question. Mais je pose les questions des gens. Non, mais ça m'arrive d'aller dans un club, voir un DJ que j'adore. Oui, voilà. Ça peut m'arriver d'aller voir, je vais voir Carl Cox, qui faisait un set disco à Miami, j'ai été le voir. Il y a un DJ australien que j'adore qui s'appelle Fisher, donc qui a fait un remix de World of Dance d'ailleurs, qui est génial. J'ai été le voir à Ibiza, il jouait au High. J'ai été le voir parce qu'il avait une personnalité de dingue et qu'il y avait un gros buzz sur lui. Donc j'y vais pas pour juger, mais juste pour voir, pour être curieux, parce que c'est un jeune qui débarque. Il y a plein de jeunes français, je vais les écouter, je suis curieux toujours, ouais. Et quand on te voit dans la salle, les gens se disent pas, tiens, il va piquer des trucs? Je suis jamais dans la salle, mais j'essaie toujours de me mettre derrière le DJ, pas loin, pour être assis quand même. Je vais pas passer 4 heures à l'écouter sur le dance floor. Là, tu vois ce que les gens endurent. Ouais. Eh ouais, mais là, maintenant, on est aux tables un peu, tu vois, à passer un certain âge, il faut qu'on s'assoie. Donc, t'as pieds nus dans la sandale qui te pose la question, est-ce que tu as déjà mixé dans un endroit tellement bizarre que t'as cru que c'était une caméra cachée? Bah, on peut reparler peut-être de Hugh Hefner. On peut reparler de la... C'est l'endroit le plus bizarre où t'as mixé? Bah, bizarre. T'as pas mixé, tu t'es fait sucer sous la cascade. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai absolument pas dit ça. Tu transformes mon propos, sorti du contexte, évidemment, merci. Non. C'est-à-dire que quand tu mixes devant 1500 nanas qui sont en lingerie, ça paraît un peu bizarre. Tu dis, il y a forcément une caméra cachée. Alors, moi, j'ai une question, parce que c'est un boulot, il faut être très, très sûr de son déo. Hein. Tu passes 4 heures comme ça. Hein. C'est quoi ton déo? Mon déo, la marque de mon déo, c'est Vichy, je crois. C'est un truc pour nanas, parce que je trouve qu'ils sont plus pointus sur les nanas. D'accord. On te voit toujours vivre en été. Est-ce que tu as déjà mis un pull? Je suis le soleil. Donc, hémisphère nord, hémisphère sud. Voilà. Chez nous, au nord. Chez nous, au nord, l'été. Et au sud, Brésil, Australie. Non, ça, c'est important. Et enfin, est-ce que tu regrettes l'époque de 2005 où Love Generation passait tous les quarts d'heure partout, même chez le dentiste? Ouais, je suis pas nostalgique de cette période-là, même si c'est très galvanisant, très excitant d'avoir un tube. T'es sur un petit tapis volant, là, tout le monde dit que t'es un génie, c'est fabuleux. Mais je suis assez nostalgique comme garçon. Non, mais je suis assez nostalgique d'une certaine télé, d'une certaine époque, de certains acteurs, Tu as pris Bob Sinclair comme cello, c'était le nom de Belmondo dans le Magnifique. Ouais, on va pas faire le quiz, mais de club, d'une façon de vivre, tu vois, de film.
d'une façon de penser. Ouais, je vis souvent beaucoup dans le passé. On va pas Pas faire facile. le quiz parce que de toute façon, le film, tu l'as pas vu. C'est pas ton film culte. Tu l'as pas vu 50 000 fois, Le Magnifique. 50 000. Tu l'as vu 50 000 Oh, fois mais 100 000, je pense. C'est vrai? C'est mon film culte. Tu connais par absolument. cœur? J'ai quelques films comme ça quand j'ai un petit coup de mou. Quelques films. Vas-y, c'est quoi les autres? Il y a Marche à l'ombre que j'adore, par exemple. Il peut y avoir Mélodie en sous-sol. Il y a Tootsie. Il y a Des films où tu te dis, je l'ai vu 50 fois, je vais pas me faire baiser. Allez, je jette juste un œil. C'est juste pour passer un et tu moment. restes. Tu restes jusqu'au bout. Je sais que je vais passer un moment extraordinaire. Parce que je connais toutes les répliques par cœur. J'adore voir ces acteurs et je sais pas. C'est comme ça. Quiz, il faut juste finir la phrase. C'est Belmondo dans Le Magnifique. La routine, mon général, la routine. La routine, mon général, la routine. Il est à Bagdad, monsieur le président. Je l'appelle immédiatement. Vous dites dévoré par un requin. Dans une cabine téléphonique. Pas mal, pas mal. Il est bon, hein. Ouais. On Bon, voit la c'est très scène. bien. Ouais. Non, mais c'est- Ouais, la scène est folle. Je l'adore, ce film. Je l'adore. C'est le meilleur Belmondo. Philippe de Broca. Bob Sinclair. Je n'utilise jamais deux fois Je l'ai pas celle-là, pardon. le même gadget. Bon, Ah non, je l'ai pas celle-là. c'est un petit truc. Tatiana qui lui dit tu veux mon corps, Bob? Faux. Je n'ai pas trouvé le pain de campagne. Nous ne pourrons pas nous rater, Tatiana. Ah, mais Jacqueline Bisset, c'est quand même, à ce moment-là, l'une des plus belles femmes du monde. femme du monde. Elle est extraordinaire. J'en ai une. Oui, Vous plaisez aux femmes. je ne sais pas. Bon, bah, c'est très bien. Allez, On va terminer avec les tu Les tu préfères. préfères. Un cachou Karpov. évidemment. Ah, et- Ah oui, oui, non, mais tu le connais vraiment par cœur. Ah non, mais c'est Ok. les Belmondo. J'adore Flic ou Voyou. J'adore L'Incorrigible aussi par Broca. Non, mais on peut se faire. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, Belmondo, et on a mangé plusieurs fois ensemble. C'est un mec, voilà, c'était un mec de folie. Vraiment. La gentillesse incarnée. C'était une méga star. Il signait les autographes à tout le monde. Je l'ai vu, Avec moi, sa canne. handicapé. Oui, Ouais, bien la première sûr. fois qu'il m'a invité à déjeuner sur la plage du Martinez à Cannes, c'est la première fois que je le rencontrais. Il avait vu une banderole parce qu'il faisait la promo. Je jouais au Baoli dans un club à Cannes. Et tu sais, avant, il y avait des avions qui passaient avec des banderoles. Il disait Bob Sinclair ce soir au Baoli. Il fait appelez-moi ce Bob Sinclair. Il a fait appeler son assistant. J'étais en Espagne la veille. Et j'y suis cru un canular, tu vois. Mais je dis j'ai pas dormi. J'ai pris un avion pour arriver à Cannes à midi. Un avion privé, un jet privé. Ce jour-là, j'avais pris un jet privé. Et je suis arrivé à midi et demi, 13h. Et il était avec Charles Gérard qui était là Bah oui. Bah, toujours. tous les jours. Tout le Cléonard. temps, il était tout le temps avec lui. Et c'était comme si Charlot. je rencontrais quelqu'un de ma famille. Fabuleux. Tout le monde venait le déranger à table pendant qu'il mangeait. Il se mettait debout, les photos, tout ça. C'était incroyable. Voilà, un super mec. Après, je sais pas comment il a été avec ses enfants. Évidemment, on le connaît que comme artiste. Avec Paul, ou j'en sais rien. Peut-être que tu sais, les enfants te diraient, ouais. Moi, j'ai entendu que du bien. Oui. Partout, que du bien. J'ai eu la chance de le rencontrer et j'ai été sidéré par la gentillesse de ce type qui était notre idole à tous. Hmm. Ah non, Petite anecdote quand même pour souligner la gentillesse, parce que toi tu vas pas oser la raconter. Laurent faisait une pièce qui s'appelait Sans filtre au Théâtre Fontaine. Mhm. Il invite bien sûr Jean-Paul Jean-Paul. Belmondo et Oui, il venait voir toutes mes pièces. ouais. il est venu voir toutes les pièces de Laurent et là il était, c'était après son AVC, donc il était pas très diminué, pas très bien. Et il vient, donc il y a 700 personnes dans la salle. Alors évidemment, il arrive en dernier, il rentre difficilement dans la salle, il s'assoit, tout le monde le regarde, tout le monde l'applaudit. Et à la fin de la pièce, il se lève, il y a les 700 personnes qui l'attendent dehors, et il fait 700 photos. C'est-à-dire qu'il n'a pas refusé à une seule personne le temps de lui signer un petit autographe, de lui faire une photo. Il a pris 2 heures de son temps pour, Non, pour voilà, il y a des gens comme ça, remercier tout le monde. On n'oublie pas d'où on vient. C'était sa devise. Et après, on avait discuté dans les loges du Palais Royal et sa femme de l'époque était partie parce qu'on n'avait pas pouté trop longtemps. Et le directeur, le machiniste avait fermé le théâtre et donc fallait passer par des petits escaliers, des dalles et tout. Et on était seuls tous les deux et je l'ai pris. J'ai pris son bras, je l'ai mis sur mon épaule, on passait par des petits escaliers et il me disait « Je t'embête, hein, Laurent. Hein. » Et je fais « Non, pas du tout. » Et on a mis 10 minutes à descendre et je me refaisais tous ces films suspendus aux hélicos et tout. Et je me disais « Je rêve » ou c'est Jean-Paul Belmondo que j'aide à quitter le théâtre. C'était un moment étrange d'émotion, je comprends. de joie, de tristesse et tout ça était très mélangé. Je comprends. On termine avec les tu préfères. Tu connais les tu préfères? Non. La peste ou le choléra. D'accord, oui, je connais le tout. Oui. Que de la merde. Hein. Ouais. Non, mais vas-y, génial.
Tu préfères mixer devant Trump ou Poutine? Oh là, dis donc, tu parles de peste et de choléra, mais Trump. Pourquoi? Bon, je sais pas pourquoi, parce que je te donne une réponse comme ça, quoi. Oui, je sais, parce que c'est très difficile d'avoir une autorisation. Parce que j'aime bien Mélania. Tu préfères faire une pub pour un shampoing ou pour un déo? Pour un shampoing, parce que je le vaux bien. Pour le même prix, tu préfères faire danser 1000 personnes ou faire chanter une personne avec des photos compromettantes? T'as des dossiers sur tout le monde. Non, je préfère chanter. Je préfère jouer pour 1000 personnes. Tu préfères à vie vivre avec une demi-moustache ou ne te raser qu'une seule couille? Toute ta vie. Me raser qu'une seule couille. T'as remarqué, mais depuis que les mecs se rasent les couilles, il y a moins de filles qui zozotent. C'est vrai, ça. J'avais pas remarqué, donc. T'as bien fait de me le préciser. La prochaine fois, je lui dirais, ah! Tu préfères mourir électrocuté par ta platine ou piétiné par des gens qui dansent sur ta musique? Électrocuté sur scène par ma platine. La dernière, si tu devais changer de nom de scène, tu préférerais t'appeler David Guetto ou DJ Schneck? DJ Schneck. Oh, c'est un truc fait pour moi, ça. T'as fini? Je kiffe ce petit moment d'émotion. Ouais. J'étais content de te recevoir. Non, moi aussi, mais moi je voudrais savoir, est-ce que vous vous rendiez compte entre deux, quoi, ça a commencé en 2000 jusqu'à 2006, est-ce que vous vous rendiez compte quand même, vous faisiez le plus gros talk show de tous les temps à la télévision? Peut-être à l'époque, non, avec Thierry Ardisson. Ouais. Non, mais tout le monde en parle. Mais ce dont je me rends compte maintenant, c'est que les gens nous disaient à l'époque, ah, le samedi, je sors pas parce que je veux pas rater l'émission. Aujourd'hui, ça n'existe plus, une émission que tu veux pas rater. Tu vois, il y a les podcasts, il y a tout ce que tu veux. Et oui, on a vécu cette époque, ouais. C'est que c'est mon plus grand regret, ça. Alors, j'ai fait 3 fois le blind test où j'ai remplacé Corty, qui était pas là, on sait pas où il était. On sait pas où il était. La perfide Albion. et c'est mon. Alors évidemment, j'ai pas la prétention de dire que j'avais la moindre chose à raconter, mais ouais, j'aurais adoré être invité. Ça aurait été une espèce de consécration d'artiste. À l'époque, il y avait vraiment tous les mecs que j'aimais, que ce soit Joe Star, tous les tordus les mannequins, tous les fous étaient invités, quoi. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a un service après-vente après cette émission. C'est que là, on va couper et je vais vous inviter au restaurant. Ouais. Et on va se dire les vraies choses. Ouais, on va se dire les vraies choses. Les choses qu'on n'aurait pas pu dire ici. On vous embrasse, les amis. Oh, mais c'est ta musique. Alors, c'est pas ma musique, mais je l'ai fait pour toi, c'est mon cadeau. Et je t'aime. Moi aussi, je t'aime.